Avant d'y aller dans le thématique de... Oui, ça va, il chauffe. Avant d'aller dans la thématique d'aujourd'hui, j'aimerais quand même nous rappeler que ça fait maintenant 3 ans qu'on n'a plus eu de conférence de presse sur les résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des années au milieu, mais c'était assez compliqué. Et que finalement, c'est aussi une séance où on se retrouve libéré des masques, même s'il faut quand même reconnaître que la crise Covid n'a pas disparu. Mais vous allez aussi voir qu'après l'année 2021, où on était encore fortement frappé par cette crise, on est quand même en train de maintenant sortir de grands pas, et on espère que ça se maintient, parce que s'il y a une chose qu'on a appris les derniers 2 ans, c'est que les changements peuvent venir extrêmement vite. Alors, juste très bref, parce que je vais revenir sur plus de détails. Si vous regardez un peu quelques chiffres importants, on voit qu'on a que très légèrement augmenté le chiffre de passagers entre 2020 et 2021. On est passé de 5,6 millions à 5,92 millions, ce qui représente une augmentation de 5,75%. Mais je pense, le point qui est important, même si on ne peut pas vraiment appeler une bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même pu encore une fois réduire la perte. On l'a réduit à 80,9 millions et avec une augmentation presque inexistante des passagers qui représente quand même 90 à 95% de nos revenus. Je pense que c'est une belle démonstration qu'on a encore une fois pu réduire les coûts et aussi des investissements qu'on a réduit encore une fois de 24 millions. Et finalement, point intéressant, autant le fret était moins frappé que les passagers, même si c'était assez difficile parce que nous n'avons pas, à part FedEx et DHL, des avions de fret propres, c'est-à-dire c'est lié aux avions de ligne qui volent et il n'y en avait pas beaucoup. Et surtout, l'aviation d'affaires qui a atteint ses niveaux de 2019 déjà l'année passée. Voilà, mais laissez-moi passer un peu plus dans les détails. Si on regarde l'année 2021 d'un point de vue de finance, comme je l'ai déjà dit, on était de nouveau marqué par les effets de la crise sanitaire. Et je rappelle que quand même notre résultat est extrêmement fortement lié au nombre de passagers qui passent par nous, parce que ça impacte pas seulement les redevances aéroportuaires qui sont liées à l'utilisation de l'aéroport, mais aussi tous les revenus annexes qui sont parking, commerce, restaurant. Mais, comme je l'ai aussi dit, on a quand même pu montrer une évolution favorable qui, cette fois-ci, comme il n'y avait pas plus de passagers, a passé par des réductions autant des coûts de fonctionnement que des investissements. Juste pour petite comparaison, la perte en 2021, qui reste toujours quelque chose qu'on doit continuer de travailler pour éviter d'avoir des pertes pour l'année à venir, était 88,9 millions, qui était quand même très inférieure à celle de 2020, qui était à 129,5 millions. Et on a quand même pu voir une progression des chiffres d'affaires de 9,3% par rapport à 2020, mais il faut aussi être clair, nous avons pu, en 2020, négocier un nouvel accord des redevances aéroportuaires, et j'insiste bien sur un accord, c'était vraiment fait avec un signal positif des compagnies aériennes qui nous a permis d'augmenter nos redevances aéroportuaires parce que nous sommes en train de mettre en œuvre, et je vais y venir maintenant, des infrastructures très importantes qui vont continuer à améliorer la qualité que nous pouvons offrir à nos passagers. Si on regarde vite les chiffres clés, sans aller dans tous les détails, on a quand même pu nettement améliorer l'EBITDA. On est maintenant à moins 15,7 millions. Comme j'ai dit, on a réduit le bénéfice net. Il est aussi clair que le cash flow opérationnel est plus négatif qu'en 2020 parce que ces pertes nous ont aussi amené de réduire fortement nos réserves. Et finalement, nous avons pu contenir aussi le cash flow d'investissement. Et finalement, un point qui me semble très très important, nous avons pu limiter notre endettement net à 772 millions. C'est nettement plus que les quelques 300 à 400 millions qu'on a eu en 2019 avant la crise. Néanmoins, dans nos prévisions budgétaires pour 2021, nous avons prévu de monter jusqu'à 820 millions. Ce qui veut dire que c'est une autre preuve de nos efforts de réduction de coûts et d'investissement. Pour le reste, tous les ratios, ils sont mauvais parce que nous sommes dans une phase de perte. Peut-être le seul point intéressant, c'est l'amélioration
du ratio EBITDA sur endettement net, c'est clairement l'EBITDA s'améliore et a pu s'améliorer plus vite que finalement l'endettement. La répartition des produits, on voit que comparé avec 2020, les produits aéronautiques ont pu se renforcer. On est passé de 50,7% des produits aéronautiques à 51,5%. Je répète, c'est essentiellement dû à l'adaptation des redevances aéronautiques qui sortent d'un accord avec des compagnies aériennes en 2020. Et je nous félicite avec les compagnies aériennes qu'on a pu trouver cet accord, parce qu'il faut vous imaginer, vous négociez une adaptation de vos redevances, c'est-à-dire votre participation des compagnies aériennes à l'effort d'investissement, mais aussi opérationnel de l'aéroport, durant une année où on est en pleine crise. Ce qui, pour moi, est aussi une reconnaissance que les compagnies aériennes, même en moment de crise et de difficultés, reconnaissent les efforts que fait Genève Aéroport et l'importance de ce que ça est, et de ce fait-là aussi permet d'adapter ça à ce qu'on doit dépenser. Pour le reste, on a vu qu'on a quand même nettement moins de produits que les années normales. On a une augmentation des hautes recettes d'exploitation par rapport au reste. C'est tout simplement, là derrière se cachent aussi des loyers pour des entreprises qui ne sont pas liées à l'aéronautique, qui en fin de compte, eux, sont très peu touchés durant la crise. Si je viens maintenant sur l'activité aérienne, on a une reprise marquée au deuxième semestre, et là peut-être, je vous rappelle juste les conditions cadres. Pour les premiers 6 mois, et ça a déjà commencé avant Noël 2020, on a eu le variant Delta, et pour ceux qui se souviennent, il y a même eu l'interdiction des vols d'Angleterre à un moment, qui nous a fortement impacté parce que, je vous rappelle, Genève Aéroport, à l'encontre de beaucoup d'autres aéroports, a finalement 2 saisons très fortes. Une, c'est la saison en sortant de Noël, qui est la saison de ski. On est la porte d'entrée pour tous les domaines de ski, soit suisse, soit français. Et après, la saison d'été et automne, qui est plutôt celle dévouée aux visites de la famille et touristiques. Alors, on a vu aussi que, comparé avec la petite augmentation des passagers qui nous mène quand même à 67% moins de trafic qu'en 2019, ça reste quand même une baisse très très considérable. On a quand même une plus grande augmentation des mouvements, parce que c'est clair, en temps de crise, les avions volent avec une occupation plus faible qu'on a pu voir durant 2019, où on a quand même atteint pour un certain nombre de compagnies aériennes des taux d'occupation au-delà de quelque part, au-delà de 90%. On voit maintenant re-arriver ce type de taux d'occupation ces semaines-ci, et je pense que c'est un très bon signe. Nous avons eu 137 destinations, c'est une baisse par rapport, une légère baisse par rapport à 2019, essentiellement aussi expliqué par un manque de destinations intercontinentales. Il y a quand même beaucoup de destinations intercontinentales qui étaient arrêtées durant la crise, et plus aussi une réduction de vol point à point, suivant aussi les situations sanitaires. Et finalement, comme j'ai dit, le fret qui s'est rétabli un peu mieux avec une augmentation de 12,9% par rapport à 2020, mais reste quand même encore, je crois, à peu près 30 à 35% en dessous des résultats de 2019. Alors je dirais une année de transition, et finalement pas une reprise qu'on aurait pu espérer, où on a dû apprendre que quand même l'arrivée de ces différentes variantes a un impact très important. Là, vous avez une vision des différents types de trafic. Je dirais, important, c'est que quelque part, le trafic charter a été presque inexistant en 2021. Ceci tout simplement dû au fait qu'une énorme partie du trafic charter est durant la saison d'hiver et venant d'Angleterre. Et je vous rappelle juste, on est au plus haut de la crise Covid avec la variante Delta, où en plus, après le Brexit, le 1er janvier 2021, qui a fait passer le Royaume-Uni en pays tiers, comme on appelle ça dans le concept de l'Union européenne, et qui a quand même souffert pas mal de restrictions très élevées, voire même d'interdiction d'entrée dans le territoire.
Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à ajouter, sauf peut-être que vous voyez avec autre trafic commercial, qui est essentiellement le trafic d'aviation d'affaires, vous avez une différence beaucoup plus faible, c'est-à-dire moins 16%, et une augmentation assez considérable par rapport à 2020. Voilà, ce qui nous amène, comme j'ai dit, à ce chiffre de 5,9 millions de passagers. Et vous voyez aussi que les mouvements ont plus vite progressé comparé avec 2020 que les passagers. Ceci, comme j'ai déjà expliqué, dû au fait que l'occupation des avions était plus faible. Parce qu'il y a aussi pas mal de compagnies qui quittent Genève pour aller vers leur propre hub, ont maintenu ces vols-là pour éviter que leurs vols long courrier qui quittaient de leur hub perdaient leurs passagers parce qu'ils ne sont pas emmenés des différents hubs. Alors là, il y a eu pas mal de compagnies qui ont maintenu pas mal de vols, même avec des occupations nettement plus faibles. Quand on regarde un peu la courbe entre 2020 et 2021, vous voyez que 2020, on a très très bien commencé, on était en dessous des chiffres de 2019, cette petite fête assez intéressante. Dans les premières 6 semaines de 2020, nous avons fait 65% des passagers de toute l'année 2020. Parce qu'on peut voir après, on restait très faible. 2021, vous voyez, le début de l'année est très très faible pour les premiers 6 mois, tout simplement parce que, dû aux variantes Delta, on est resté en dessous de 10% des passagers comparé avec 2019. Après, il y a eu une belle embellie jusqu'en août, où on a atteint pratiquement 60% des passagers. Après, une petite baisse en septembre, une reprise en octobre. Novembre, qui est de toute façon un de nos mois les plus faibles, n'était pas trop mal, mais fin novembre, pour ceux qui se souviennent, l'arrivée de Omicron, la réintroduction des quarantaines, qui nous a fait perdre en une seule semaine plus que 40% des réservations. Et après, Noël très compliqué, sans la reprise autour de Noël, parce que nous avons une région quand même très internationale, avec beaucoup de gens qui prennent les vacances de Noël pour aller visiter leur famille. Et finalement, cette début d'année jusqu'à mi-janvier, encore sous l'influence de l'Omicron. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'évolution des passagers et des mouvements. Vous voyez clairement à la fin que la reprise des mouvements est plus vite. Néanmoins, nous espérons de revenir dans le ratio qu'on a eu avant la crise, c'est-à-dire une légère progression des passagers sans pour autant une progression des mouvements, parce qu'on continuera d'aller vers un mouvement d'augmenter l'occupation par mouvement d'avion qui permettent d'accommoder des augmentations de passagers sans pour autant augmenter les mouvements d'avion, qui est quand même une bonne nouvelle aussi pour l'impact environnemental de l'aéroport. Et je vous rappelle juste que déjà en 2019, nous avons déjà pratiquement atteint avec notre courbe de bruit, notre courbe cible qu'on s'est prévue pour 2030, qui devrait quand même, si vous prenez comme mesure le nombre de personnes touchées, arriver à un niveau de 2000 de la situation du bruit au moins. Autre point très important, pardon, je vais juste passer les feuilles. Voilà. Quand vous regardez les vols classe 4 et 5, c'est-à-dire les deux classes les moins bruyantes, nous sommes cette année en 92,13%. Si je compare ça avec 2000, les années avant, on est en constante progression. Et si je compare la classe 5, qui sont vraiment les avions les moins bruyants, et qui sont vraiment jusqu'à 40% moins de bruit que des avions de type classe 4, on a une constante progression depuis 2019 où on était à 18,75% de ce type de mouvement, où aujourd'hui on est à 22,25%. Ceci est aussi un résultat de cet nouvel accord sur des redevances aéroportuaires, parce que nous avons introduit des mesures d'incitation financière qui consistent à donner à la fin de l'année, sur la progression des avions dernière génération, un retour financier aux compagnies aériennes qui ont opéré ça, ce qui nous a permis d'amener l'année passée 2 avions supplémentaires Neo chez EasyJet, et aussi on voit une belle progression aussi d'autres compagnies avec leur mouvement en avion dernière génération, qui consiste quand même encore comme un objectif très important. Alors nous sommes clairement en continuation, malgré la crise, dans cette mue
vers un trafic moins bruyant, mais aussi moins en émissions de CO2. Si on regarde vite l'évolution des parts de marché, on voit clairement que depuis 2019 et en sortant de la crise, et je vous rappelle quand même, on n'est qu'à moins 67% des passagers de 2019, alors il faut garder ça un peu avec distance, mais néanmoins, on voit que EasyJet a fait une reprise plus importante, augmentant sa part de marché de 44,8% en 48,6%, et Suisse est passé de 14% à 12,01%. Ça reste à voir comment ça évolue sur les années à venir. On est vraiment dans ce mode de reprise où ça ne se passe pas forcément toujours très linéaire. Mais néanmoins, si on regarde maintenant, et j'y reviendrai, on n'a pratiquement pas perdu de compagnie aérienne sur la plateforme. Autre point très intéressant, c'est les destinations par ville. L'année passée, la première destination était Porto, avec un léger avantage sur Londres, après Lisbonne, Paris, Madrid, Amsterdam, Istanbul, Zurich, Barcelone et Bruxelles. Pour faire juste un petit rappel, en 2019, les premiers 3 villes étaient Londres, Paris et Amsterdam, et Londres loin devant. Il faut se rappeler, c'est à peu près 2,4 millions de passagers qui passent par des aéroports de Londres. Et vous voyez maintenant que finalement, cette crise a amené beaucoup de changements. On voit que les hubs comme Londres, Paris et Amsterdam ont pas mal perdu. Par contre, des destinations, je dirais, pour des diasporas, comme par exemple portugaises pour Porto ou Lisbonne, ont quand même repris pas mal. Et on a vu quand même durant l'année 2021 et déjà 2020 une grande augmentation de la part de trafic qui est liée à la volonté de visiter ses amis ou ses familles. Alors ça, et en 2020, on a eu Londres, Paris et Porto. Londres s'est pu tenir à la première place, tout simplement parce qu'on a eu les premiers 10 semaines avec beaucoup de trafic, et c'est encore la phase où il y a beaucoup de trafic anglais, qui a fait que, comme ça fait 65% du trafic qui sont restés devant. Mais là, on voit déjà Porto en train de monter très très vite. C'était l'effet de la restante de l'année. Si je fais juste un résumé un peu des faits marquants de 2021, alors d'abord, malgré qu'on a vraiment réduit nos investissements, encore une fois, déjà en 2020, on les a réduits considérablement, on a continué de les réduire, donc encore une fois 24 millions les investissements. Nous avons fait un effort très 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 considérable pour nous assurer que les investissements stratégiques, et je vais y revenir, sont maintenus. Parce que malgré qu'on vit aujourd'hui une crise, malgré qu'on a besoin de refaire nos résultats financiers, de retrouver une santé financière comme on a eu avant la crise, il est très important aussi que nous ne loupons pas les décisions nécessaires pour assurer la pérennité sur les prochains 10 à 20 ans, en vous rappelant quand même qu'un projet moyen d'infrastructure aéroportuaire prend à peu près 8 à 10 ans entre sa conception jusqu'à sa finition. C'est-à-dire, nous devons aujourd'hui penser à qu'est-ce qui se passe en 32, et en 2020 en 30, et en 2021 en 31. Et ça nous a mis une certaine pression, et vous allez le voir, on a fait vraiment un travail considérable pour protéger ces investissements-là, pour justement pas donner à nos futurs collègues qui reprendront nos tâches dans les années à venir un aéroport qui va directement vers une situation où il ne peut plus répondre à la concession qu'on a de la Confédération. Dans cette poursuite, il y avait l'achèvement et mise en service de l'ELEST. Vous vous souvenez, il était initialement prévu d'être ouvert en 2020, durant l'année des 100 ans, qui était sérieusement amputée par la crise, et dû aux fermetures de chantiers et aussi des problèmes de pouvoir travailler sur les chantiers parce qu'il y avait des mesures sanitaires assez strictes, la finition s'est rallongée. Et de ce fait-là, nous l'avons ouvert qu'en décembre 2021. Ceci aussi parce qu'on craignait, si on l'aurait ouvert plus tôt durant l'année 2021, il n'y aurait simplement pas eu le trafic. Et c'est comme une infrastructure assez lourde à mettre en œuvre qui aurait engagé beaucoup de coûts. Et quand vous allez aujourd'hui à l'ELEST, il y a quand même un programme très très nourri qui part de là et qui montre quand même l'importance de cette infrastructure. L'ouverture de la terrasse panoramique, c'était un projet qu'on avait depuis un certain temps,
était aussi prévu d'être ouvert durant l'année 2020 dans le cadre des 100 ans. On a aussi repoussé. Ceci est pour nous un point très important pour renforcer nos liens avec les gens de la région. Et je peux vous dire, on a quand même un succès tout à fait considérable des gens. Et pour ceux qui regardent, alors en ce moment on est dans saison d'hiver où on n'a que 3 jours d'ouverture, mais on voit quand même beaucoup de monde qui vient. Nous avons aussi lancé le prochain programme pour investir pour le demain, c'est le Cap 2030, c'est la refonte du terminal T1 principal où on est. Petit rappel, hein, c'est un terminal qui a été inauguré en 68 pour 5 millions de passagers. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait avec. Hein. Mes prédécesseurs ont fait des investissements considérables dedans, mais avec une infrastructure qui dépasse aujourd'hui les 50 ans et qui va en 2030 dépasser les 60 ans et en 2040 même les 70 ans, on a un vrai défi sur la vétusté, c'est-à-dire si la base tient vraiment encore, et surtout on sait aujourd'hui qu'on ne pourrait plus faire des changements majeurs dans ce bâtiment, tout simplement parce que la statique ne le permettrait plus. Alors on avait besoin de réfléchir, parce qu'autour de 2030-32, on a vraiment besoin de repenser tout, et aussi offrir une meilleure infrastructure, parce qu'en 68, le trajet d'un passager était encore tout différent, hein. Le plus important, c'était un contrôle passeport relativement léger. Le contrôle des bagages était encore plus léger. Alors on a fait des terminaux plutôt en verticalité qu'en horizontalité. Avec tous les contrôles, l'enregistrement et tout ça, où on a besoin de plus d'espace, je dirais sur le même niveau, ben, on a besoin de créer des terminaux beaucoup plus larges, mais pas aussi hautes. Et ça, c'est vraiment une transformation qu'on doit faire, en sachant quand même que c'est un chantier qui doit se faire au même endroit que le terminal existant, sans pour autant arrêter l'opération, ce qui est un point très important. 2021 a aussi été, malgré que quand même le trafic des chefs d'État était amoindri, une belle carte visite pour l'aéroport, mais aussi pour Genève, de son rôle de porte, alors pour Genève Aéroport, porte d'entrée de la Genève internationale, et plus généralement pour l'importance de la Genève internationale, avec la rencontre Biden-Poutine, même si je dois dire, si on regarde les résultats d'aujourd'hui, ben, ça n'a peut-être pas résolu tout. Et finalement, on a quand même pris un pari très important, malgré les réductions de coûts et autres, de maintenir et poursuivre notre politique environnementale très engagée, parce que nous sommes convaincus que ça c'est l'autre défi qui ne peut pas attendre, autant que les infrastructures, que nous continuons d'aller de l'avant. Vous savez que Genève Aéroport a annoncé un objectif d'être net zéro, c'est-à-dire sans émissions CO2 avant 2040, et nous avons travaillé avec tous les acteurs de l'aviation suisse, c'est-à-dire Suisse, EasyJet Switzerland, l'aviation d'affaires et les 3 aéroports nationaux, sur une feuille de route pour démontrer comment nous allons décarboner toute cette industrie aussi pour 2050. Et ça, c'est vraiment un point qu'on va continuer et qui est très, très, très important pour nous. Mais, réduction de projets, alors c'est une réduction aussi importante des projets parce qu'on n'a pas que des grands projets, on a aussi beaucoup de petits projets. Je vous rappelle, il n'y a pas que le terminal T1 qui a un certain âge, il y a pas mal d'infrastructures, c'est-à-dire la maintenance nous génère beaucoup de travaux, mais aussi les adaptations. Et en 2021, on a dû réduire à 75 projets les projets menés, avec quand même un gel de 120 projets. Vous imaginez, plus que la moitié ont été gelés. Et on a réduit les investissements de 24 millions, encore une fois, à 111 millions pour cette année. Mais nous avons aussi clairement poursuivi les programmes essentiels dans le court terme, mais aussi dans le moyen terme, l'LS, le remplacement du tribagage et le développement du réseau thermique Génie-Lac. Alors, juste peut-être pour nous rappeler, nous avons pu, le 14 décembre, mettre en œuvre l'LS. C'est vraiment un bâtiment impressionnant, et pour ceux qui n'ont encore pas eu le temps de le visiter, je vous l'invite de le visiter, surtout qu'il y a maintenant une offre de vol très intéressante qui part de ce terminal. Il a été inauguré sans fête, parce que là on était de nouveau en plein dans l'Omicron avec toutes les restrictions, mais on a quand même pu marquer le point avec le premier vol de reprise de la ligne suisse Genève-New York. C'est un bâtiment de 520 mètres de long et 20 mètres de large,
Pourquoi ces dimensions? Parce que nous disposons d'un espace terrestre très limité et il était important de garder aussi peu d'espace sur le tarmac parce que quand on met devant les avions, il y a derrière le inner où vous pouvez ramener vos avions pour des places de parc. Et en fin de compte, si on aurait repoussé le terminal plus loin, ça aurait fait qu'on n'aurait plus eu cette piste pour ramener les avions. Pour éviter ou pour lui donner un aspect un peu plus fluide et plus mouvant, il est incliné sur 26%. Et il faut quand même savoir qu'il est à peu près 5 mètres en dessus de la piste, c'est-à-dire sous le bâtiment. Nous avons une route pour les bus, pour les transports des conteneurs et tout ça. C'est un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qu'il génère plus d'énergie qu'il consomme, avec 110 sondes géothermiques, 7000 m² de panneaux solaires. Et finalement, c'est un bâtiment essentiellement en acier et en vitre. Et les vitres, qui représentent à peu près 10 600 m² de façade à triple vitrage de haute performance. Et d'ailleurs, quand il fait beau, vous avez une vue imprenable sur le Jura. C'est assez impressionnant. Et je dirais que c'est vraiment un bâtiment qui répond vraiment aux besoins des passagers pour des vols intercontinentaux et hors Schengen. Et nous sommes très satisfaits parce qu'en même temps, il amène aussi une nouvelle infrastructure pour les contrôles passeports améliorés et aussi avec maintenant les guérites automatiques. Et en 2024, nous le raccorderons à Génilac. C'est le système qui est basé sur de l'eau pompée du lac de Lac Le Mans. Et avec des pompes à chaleur, on peut générer de la chaleur et aussi refroidir et réinjecter la chaleur qu'on sort en refroidissant dans le système de chauffage. Le 24 juin, nous avons ouvert la nouvelle terrasse publique. Elle a une surface de 1300 mètres. Il y a aussi des panneaux solaires, il y a des jumelles d'observation. Par contre, pour éviter qu'on a des grillages tout autour, parce que vous êtes quand même en capacité de surplomber le tarmac, nous avons un contrôle de sûreté spécifique, c'est-à-dire nous devons nous assurer, pour pouvoir l'ouvrir dans cette manière-là, d'un contrôle de sûreté que les gens ne peuvent pas amener une bombe ou autre chose pour toucher le tarmac. Et on a eu, depuis son ouverture, déjà 28 000 visiteurs et plusieurs événements. Parce que ce qui est très sympa, il y a une salle d'exposition ou de réunion en même temps qui permet vraiment de faire des choses au plein centre de l'action de Genève Aéroport. Et ce qui fait aussi plaisir dans les 28 000 visiteurs, c'est que vous avez beaucoup de familles avec des enfants, qui est aussi un peu l'objectif pour ceux qui ont vécu plus longtemps ici et qui ont vécu l'ancien terrasse. Il y a beaucoup de monde qui me rappelle que c'était une expérience unique d'aller avec leurs parents voir la terrasse et on espère qu'on peut offrir une telle expérience maintenant avec cette nouvelle terrasse. En juin 2021, nous avons approuvé le crédit d'études pour le projet CAP 2030. C'est, comme j'ai dit, le terminal 1, notre infrastructure principale pour l'accueil des passagers, pour le contrôle, pour l'enregistrement, le contrôle sûreté, mais aussi pour tout ce qui est commercial pour aller aux portes d'embarquement aurait 70 ans en 2040. Nous devons réellement y travailler et nous allons lancer la première phase parce que néanmoins, vu la crise, nous avons dû nous décider de faire le projet de remplacement du terminal en plusieurs phases parce que ce n'était pas concevable de faire tout ce projet en seul tour vu les difficultés de l'actuel. Mais ça va commencer par une extension de l'aérogare vers l'avant, parce que pour pouvoir remplacer le terminal existant sans le fermer, on va créer plus d'espace devant. C'est 45 000 m² sur l'esplanade. Et ça nous permettra aussi, en collaboration avec les CFF, de générer une plateforme multimodale, c'est-à-dire tout ce qui dépasse en ce moment sur le niveau départ, la gare va être enlevé. On va créer là la place pour toutes les arrivées bus, départ bus, qui permettrait une verticalité avec les quais, ce qui veut dire qu'il va améliorer l'interconnectivité pour tout ce qui est transport public, et de ce fait là aussi un meilleur accès au terminal, et qui permet de quelque part récupérer comme ça l'espace qu'on perdra devant en poussant en avant le terminal. Autant que l'extension de l'aérogare se fait pour 2032, la plateforme multimodale devrait être faite dans les années
2025-26, là autour, pour offrir ça, parce qu'on a besoin de faire ça d'abord, de déplacer tout ça avant qu'on puisse commencer avec les travaux pour le nouveau terminal. Et ceci représente quand même 1 million actuellement entre 2023 et 2032. Comme j'ai déjà dit, le 16 juin, on a eu le sommet diplomatique entre Joe Biden et Vladimir Poutine, avec quand même beaucoup d'avions spéciaux, des délégations spéciales. C'était un ballet assez impressionnant. Néanmoins, on a eu en 2021 à peu près 1335 accueils protocolaires, c'est-à-dire des ministres, des premiers ministres, des présidents. Et ceci est quand même un nombre non négligeable comparé avec les 4790 qu'on a eu en 2019. On voit bien que pas toutes les conférences internationales peuvent non plus se faire par vidéoconférence, et quand même la Genève internationale continue de maintenir un rôle important. D'ailleurs, nous allons voir dans un futur pas trop lointain la grande conférence l'OMC qui a été repoussée, je crois à 2 reprises, je ne me souviens plus. Et de ce fait-là, il y a vraiment un pas en avant. Poursuite politique environnementale engagée. Comme j'ai dit, nous avons introduit, et là on est vraiment assez exceptionnel en comparaison avec le reste de l'Europe, des redevances aéronautiques incitatives en faveur des avions de dernière génération, mais aussi du taux d'occupation. C'est-à-dire si les compagnies aériennes remplissent mieux leurs avions ou amènent des avions de dernière génération, ils ont des retours assez importants sur leurs redevances. Nous offrons aussi à tous les passagers une possibilité de compenser eux-mêmes leur vol avec un outil de MyClimate, une des grandes entreprises ou plateformes suisses pour la compensation. Notre programme d'insonorisation, vous savez, on fait ça depuis maintenant 2003, nous a amené d'avoir insonorisé 4000 logements depuis 2003 pour un montant de 57 millions de francs, et nous allons continuer les prochaines années avec 3000 logements supplémentaires. Nous avons continué d'augmenter les bus électriques sur le tarmac, où nous avons 30 bus. Ces 14, c'est tous des bus neufs où on a remplacé le système diesel par de l'électrique, et pour les autres bus, on est en train de regarder quelle est la meilleure manière de faire, soit de remplacer, comme pour les autres bus, le moteur diesel par du électrique, ou peut-être d'autres motorisations, ou l'utilisation du biodiesel. On est en train d'étudier, mais l'objectif est quand même, comme on a déjà annoncé, d'augmenter massivement le nombre de véhicules électriques ou hybrides sur le tarmac sur les années à venir. Ce qui fait vraiment aussi l'objectif pour atteindre le net zéro, c'est-à-dire plus d'émissions CO2 au plus tard 2040. Et comme j'ai dit, ces redevances aéronautiques incitatives ont permis de prendre les seuls nouveaux avions qu'a eu EasyJet en Neo en 2021, de les faire venir sur les plateformes suisses et entre autres aussi genevoises. Et finalement, comme j'ai dit, nous avons fait cette feuille de route et en même temps une déclaration de l'aviation suisse, je répète, c'est avec EasyJet Suisse, l'association de l'aviation d'affaires et les 3 aéroports nationaux, en collaboration avec des universités comme l'ETH Zurich, l'université de Zurich et plusieurs autres universités, de pas seulement avoir la feuille de route, comment le faire, mais aussi un engagement de tout le monde pour atteindre cette net zéro, c'est-à-dire plus d'émissions de CO2 en 2050. Pour résumer un peu tout ça, je vais vous montrer un petit film sur l'année 2021. Où on peut voir, on ne voit plus le zone d'enregistrement avec pas de passagers. On a aussi nettement plus de trafic sur le tarmac.
alors je m'excuse pour la qualité du film, il a eu un peu de la peine, mais je vous recommande d'aller voir notre rapport annuel online sur notre site internet où vous pouvez revoir le film en meilleure qualité. Alors, peut-être juste quelques points sur la situation actuelle pour la desserte aérienne pour l'été 2021. On aurait 121 destinations de ligne, 43 compagnies de ligne, 11 destinations long courrier, sur 13 avant la pandémie. Il y a Abu Dhabi, Addis Abeba, Doha, Dubaï, Koweït, Jeddah, Riyad, Montréal, New York, JFK, Newark et Washington. Ce qui manque, pour ceux qui veulent savoir qui sont les deux qui manquent, c'est d'abord Nairobi en Kenya, parce que Kenya Airways a des gros problèmes financiers. Et finalement, le vol de Air China pour Pékin, et où, comme vous l'avez pu lire ce matin, ils ont commencé à mettre en confinement Shanghai. Alors on est malheureusement soumis à des restrictions très fortes, mais je pense du moment où cette situation s'est un peu mieux normalisée en Chine, on va aussi retrouver ce vol-là. Alors on peut dire, une de nos craintes, c'est-à-dire que la crise induira une réduction forte des connectivités intercontinentales, ne s'est pas avérée et nous sommes très contents. En fait, les équipes ont aussi fait un boulot très considérable pour rester en contact avec les compagnies aériennes et leur aider ce retour.